Merci de recevoir chez vous pour ce numéro de Presse Plus qui démarre aujourd'hui avec vraiment un retard assez important. Veuillez bien nous excuser. C'est le désagrément du direct, malheureusement, souvent, et les week-ends à Niamey, c'est pas très évident en ce qui concerne le respect donc, de l'heure du rendez-vous, la présence de chacun. Encore une fois, nous faisons appel à votre indulgence pour ce léger retard. C'est pour cela que nous allons rapidement aller au fond de Presse Plus aujourd'hui. Mais avant, nos invités consultants habituels, Issa Ousseini, bonjour. Bonjour. Sur place, donc Ousseini. Et puis, Dr Souley, docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Docteur Amadou Hassan Boubacar est absent, vous l'aurez constaté. Il est absent pour des raisons familiales, bien sûr. Donc, il observe un deuil à la suite du décès d'un de ses parents, ici même à Niamey. Donc, il est tout excusé. Nous essaierons de le récupérer la semaine prochaine, Inch'Allah. Le thème de Presse Plus aujourd'hui, c'est un thème assez général, un thème actuel, vous en doutez. C'est la suite des présidentielles deuxième tour du 21 février dernier. Et le titre est présidentielle deuxième tour, résultat contesté. Présidentielle deuxième tour, résultat contesté. En effet, comme vous le savez, les résultats de ce second tour, les résultats globaux provisoires annoncés par la CENI sont contestés par l'opposition politique, le candidat de l'opposition politique, mais pas seulement dans l'opinion publique nationale. Cela fait débat. L'enquêteur du 23 février a titré 48 heures seulement après ce scrutin, donc l'enquêteur a titré second tour de la présidentielle, Bazoum président. Second tour de la présidentielle, Bazoum président. C'est une interrogation donc on peut lire à la une de ce journal. Et puis Niger Inter Hebdo, autre quotidien, a titré Bazoum en passe d'être élu président de la République. Bazoum en passe d'être élu président de la République. Et puis La Nation, le journal La Nation, titre Bazoum Mohamed, vainqueur de la présidentielle au Niger. Bazoum Mohamed, vainqueur de la présidentielle au Niger. Quant au journal Le Monde d'aujourd'hui, hebdomadaire de la place, titré Le Monde d'aujourd'hui. Donc, Mahaman Ousmane revendique la victoire. Mahaman Ousmane revendique la victoire. Alors, Ousenissa, les résultats proclamés globaux provisoires proclamés par la CENI font état donc de la victoire de Bazoum Mohamed, candidat du PNDS-Taria, donc du parti au pouvoir, avec 55,75% contre 44,25% pour Mahaman Ousmane, le candidat du RDS soutenu par l'opposition politique. C'est vrai que cela a suscité déjà des réactions dès le lendemain. Quel est votre commentaire? Par rapport à l'élection de Bazoum, en tout cas tels que les résultats ont été proclamés, les résultats globaux provisoires, je vais dire une chose, c'est que on a suivi un peu comment la proclamation des résultats provisoires s'est déroulée. Et on a vu un peu les tendances et tout. Au tout départ, jusqu'à la tombée de la nuit, je crois, dans la nuit de lundi à mardi, les choses ont basculé dans la nuit. Ça ne m'a pas surpris. Hein. Et vous savez pourquoi ça ne m'a pas surpris qu'on en soit là? C'est que tout simplement, on a vu au niveau des élections locales comment ça s'est passé. L'opposition n'était pas là. On a vu aussi au niveau de l'élection présidentielle, premier tour couplé au législatif, l'opposition n'était pas là. Ils sont allés au niveau du deuxième tour
pour la préparation du deuxième tour, c'est à ce moment que l'opposition a intégré la CENI centrale avec ses représentants. Et on a vu un peu l'écart, tel que ça a été donné par la CENI, on a vu un peu l'écart entre les deux candidats. On a vu qu'entre ce qui s'était passé lors des élections précédentes et ce qui s'est passé à l'occasion de ce deuxième tour-là, l'écart a été considérablement réduit. Il se trouve que la Cour et la Commission électorale nationale indépendante a déclaré Bazoum comme étant vainqueur avec 55,75% des suffrages exprimés valables. Et de l'autre côté, Maman Ousmane il dit non. Voilà les résultats. C'est 50,33%. Je ne sais pas s'il est encore rentré à Niamey ou pas, mais il dit qu'il n'est pas d'accord avec les résultats. Il n'est pas encore rentré à Niamey. Okay, la déclaration de Maman Ousmane que nous pourrons suivre dans Presse Plus tout à l'heure. Mais alors il dit qu'il n'est pas d'accord. Il n'a pas félicité Bazoum. Il n'a pas. Et il dit qu'il détient les résultats tels que sortis des urnes. Les résultats qui ont été transmis, en tout cas les PV et autres, ils en ont les copies, bien évidemment. Maintenant, bon, ça a suscité quoi? Ça a suscité des contestations un peu partout, ici et là. C'est un peu hier seulement qu'il y a eu une certaine accalmie. Mais moi, j'ai dit, la posture de Maman Ousmane suppose tout simplement qu'il va continuer à mener la bataille parce qu'il dit qu'il faut que il a l'intention de faire des recours devant la Cour constitutionnelle et il faut que on le restaure dans ses droits. Parce que c'est lui qui a gagné les élections. On en parlera tout à l'heure, monsieur. Docteur, votre première réaction par rapport à ces résultats globaux provisoires proclamés par la CENI? Mon réaction, c'est que on a vraiment senti un vent de changement, que les populations nigériennes ont apparemment assez de 10 années de gouvernance où elles ont été tout à fait dans des conditions de vie et de travail difficiles. Donc elles ont voulu essayer une nouvelle politique, un nouveau type de gouvernance. Et en l'occurrence, donc, on a vu, en tout cas, l'importance des votes dans beaucoup de régions, notamment les militants, les Nigériens se sont beaucoup mobilisés pour pouvoir changer. Et donc c'est ça qui quand même frappe. Donc il y a vraiment un bon changement. Donc il y a le désir d'une alternance au pouvoir qui s'est tout à fait exprimé en tant que tel. Deuxièmement, c'est aussi de voir le score faramineux donc du parti au pouvoir dans des zones reculées, parfois peu peuplées, contrairement aux villes. C'est ça aussi qui est bizarre, comment les zones peu peuplées, les zones reculées, sinon on a des scores presque soviétiques, et ainsi de suite. Donc tout ça aussi, c'est frappant, ce nouveau Niger. Donc ce sont des éléments, si vous voulez, qui tournent à réfléchir en tant que tel. Donc ils montrent bien qu'il y a quand même un problème. Sans plus, on a quand même vu les bons extraordinaires du président Maman Ousmane, n'est-ce pas, au second tour. Donc il y a quand même un problème d'équité, justement, de transparence dans le scrutin en tant que tel. Alors, vous avez parlé des zones reculées, il s'agit des zones nomades ou des zones désertiques même dans certains cas où les scores ont prêté donc à interprétation et surtout à caution quand les résultats ont été annoncés par la CENI. Et c'est la une du journal L'Éclosion qui titre Maman Ousmane met en garde la CENI contre tout trucage des résultats. Maman Ousmane met en garde la CENI contre tout trucage des résultats. Ça, c'est quelques heures avant la proclamation des résultats globaux provisoires. La CAP 2021 et la direction de campagne de Maman Ousmane avait demandé à la CENI de suspendre la proclamation des résultats. Et bien sûr, la CENI n'a pas écouté donc cette demande de l'opposition politique et a proclamé le résultat quelques moments après. L'enquêteur du 23 février a titré second tour de la présidentielle, les résultats abracadabresques en zone nomade. Second tour de la présidentielle, les résultats abracadabresques en zone nomade. Et puis, le Nouveau Républicain, l'hebdomadaire du Nouveau Républicain, qui titre « Le peuple conteste les chiffres avancés par la CENI ». Le peuple conteste les chiffres avancés par la CENI.
Vous le disiez tout à l'heure, Ousseini, ça c'est dans la nuit du lundi au mardi dernier, donc le 22, la nuit du 22 au 23 février que les choses ont basculé, et ce qui les a fait basculer, c'est surtout les résultats de la région d'Ottawa, la circonscription régionale d'Ottawa, qui compte à peu près 1 500 000 inscrits, et sur les 1 500 000 inscrits, selon les résultats publiés par la CENI, 1 140 000 et quelques ont voté. Donc on a un taux de participation qui dépasse les 90%. Et sur ces 1 140 000 votants, Bazoum Mohamed s'est retrouvé avec 932 000 voix favorables, presque 1 million de voix, contre à peu près 170 000 voix pour son challenger, donc Mohamed Ousmane. 932 000 voix sur 1 140 000, avec des taux de participation dans certaines localités, et ça c'est le taux de participation de la région d'Ottawa. Dans certaines localités d'Ottawa, ce taux fera les 99% de participation. Bon, Abdraman, moi je veux bien savoir une chose. Dans les centres urbains, où les gens sont allés à l'école, où les gens sont fixes, n'est-ce pas, où il y a une forte densité humaine, qu'on dise que dans ces zones, les gens ne savent pas voter. C'est dans des zones où les populations, mais il y a un problème, où les populations sont même mobiles souvent. C'est dans ces zones-là qu'on dise que les gens savent mieux voter que les citadins qui sont allés à l'école. C'est quand même étrange. C'est étrange. C'est pas possible. Quelqu'un qui est allé à l'école, qui peut s'y lire, qui peut connaître la photo, parce que c'est des gens qui leur sont familiers. Ils ne savent pas faire la distinction entre tel candidat et tel candidat, où ils ne savent pas mettre là où il faut mettre le doigt. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Et ça donne l'impression, et ça n'a pas commencé cette fois-ci, la première fois. Les élections présidentielles, c'est également la même chose. D'abord, moi, personnellement, là où je suis, quand on minimise un peu la population de Niamey, où on dit, voilà, il y a environ 600 000 électeurs. Quand on voit un peu la densité humaine à Niamey, quand on voit l'extension à Niamey, qu'on dise qu'il n'y a que 600 et quelques électeurs, 600 000 électeurs qui se sont enrôlés. De l'autre côté, tout le monde est enrôlé. De l'autre côté, tout le monde sait voter correctement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bulletin blanc ou nul. Naturellement, ça va poser problème. Ça signifie quoi? Ça signifie que ceux qui ont eu la chance, parce qu'ils sont dans des zones sédentaires où ils ont pu bénéficier de l'école, ceux qui ne savent pas voter. C'est de l'autre côté que les gens savent voter. Ça pose effectivement problème. Ça pose problème. Et ça pose problème du point de vue de la mobilité et comment avait dit, de la sédentarité des zones sédentaires et tout, ça pose le problème parce que les gens se posent la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, d'habitude, aux élections, les résultats d'Ottawa, le plus souvent, c'est des résultats qui tombent en même temps que les autres résultats. Cette fois-ci, ce n'est pas tombé en même temps que les autres résultats. Il y a eu que quelques communes qui ont été annoncées au début de la proclamation des résultats. Ensuite, on a arrêté. Pourquoi? Que la CENI explique pourquoi, quand des zones, quand même, carrément, à faible densité humaine, dans ces zones, que des résultats ne tombent pas au moment pour comptabiliser, qu'on attende jusqu'à pratiquement la veille, dans la nuit de la veille de la proclamation, pour dire voilà les résultats et voilà, c'est ça qui a fait l'écart. Les gens auraient aimé bien avoir, parce que ce n'est pas de manière, on dit on prend cette région, on finit avec la région d'abord, ensuite on prend telle région. C'est au fur et à mesure que les résultats sont transmis. Pourquoi doit-on attendre qu'en dehors de quelques communes qui ont été annoncées, il a fallu attendre la veille de la proclamation pour donner les résultats de Tawa? C'est tout à fait normal que les gens doutent de la sincérité de ces résultats. Docteur Soulaji. Oui, dans un post Facebook, Dieu se permet, hélas. Oui, excusez-moi, docteur, j'informe nos téléspectateurs, auditeurs, que la radio a fait cette émission et en même temps
vous pouvez l'écouter en simultané sur la radio Bonferré FM qui émet sur 105 FM à Niamey et ses environs. La fréquence de la radio, donc, c'est 105 FM à Niamey et ses environs, parce qu'il y a un téléspectateur qui nous demande la fréquence de la radio Bonferré. Et puis les appels ne sont pas pris pour le moment, peut-être vers la fin de l'émission, Inch'Allah. Pour le moment, nous ne prenons pas les appels, mais nous acceptons les messages donc envoyés par SMS, puisque WhatsApp, comme vous venez de le dire, est fermé parce que Internet a été interrompu depuis quelques jours à Niamey. Docteur. Oui, pour l'analyste, c'est comme si Gouri avait réinventé la sociologie politique, et surtout la sociologie électorale. Parce que quand même, dans notre pays, quand même, vraiment les votes suivent une loi normale, suivent la loi de la place cause, comme on dit. C'est-à-dire que la distribution des votes est généralement équitable, il n'y a pas de grande disproportion, il n'y a pas de grand fossé entre les régions. Et donc voilà, là je trouve que la région de Tawa, en particulier, a une distribution anormale. Tandis que ailleurs c'est uniforme, et subitement on trouve qu'à Tawa, il y a un problème, c'est comme si Tawa vivait sur notre planète. On ne comprend pas, pourtant on est quand même au Niger. Donc ça montre bien, est-ce qu'à Tawa nous avons des électeurs rationnels, c'est-à-dire des électeurs qui vraiment ont pu apprécier avec beaucoup de calculs, d'évaluation, d'estimation, si vous voulez, donc de programmes, et du candidat, et peut-être les conséquences et tout, ils ont voté en masse. Ils ont pu donc dire que, ils ont pu être convaincus que c'est tout à fait ça, ils ont voté. Donc à 100%, est-ce que c'est le cas? Or, on n'a pas d'électeurs rationnels en Afrique, en tout cas au Niger, on n'en a pas. Des gens qui vraiment sont tout à fait édifiés sur la culture du vote et qui donc peuvent agir en conséquence. Ça, c'est quelque chose qui est frappant. Et deuxième élément, c'est que nous avons aussi assisté à ce que sont des électeurs qui sont compétents. C'est-à-dire, comme l'a dit Hussein, vraiment des gens qui sont tout à fait outillés pour pouvoir éviter la moindre erreur possible en matière de vote. La moindre erreur possible. Seulement, ils sont compétents, ils sont des savants. Et voilà, là aussi, au Niger, le président d'Ottawa, le fonctionnaire d'Ottawa est le même qu'il y a à Ottawa, à différents votes Galerie. Alors pourquoi il y a subitement une sorte de vote de directeur, oui c'est ça, de directeur compétent, hyper outillé, hyper savant à Ottawa et pas ailleurs. Ailleurs, ils n'ont pas pu être aussi bons, aussi meilleurs qu'à Ottawa. Donc c'est tout ça qui interroge. Donc c'est pas normal. Logiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec la journée électorale, quand même, avec une distribution normale, c'est-à-dire que les acteurs, en gros, ont la même culture, c'est-à-dire, en gros, dans un pays, c'est une sorte, comment dirais-je, c'est un niveau de vote qui, en tout cas, plus ou moins semblable. Maintenant, les couches sociales, selon qu'on est de couches élevées, moyennes, ce que vous voulez, bon, ça peut un peu varier. Mais en général, dans un pays, ce sont des situations qui sont homogènes. Bon, là, ça montre bien qu'il y a un problème à Ottawa. Donc, soit les partis ou les militants du candidat ont vraiment formé à l'excès, n'est-ce pas, les électeurs à Ottawa, au point que voilà, pour pas commettre d'erreur, on l'a montré, et puis voilà, il faut faire comme ça. Ou alors, il y a quelque chose, il y a une intervention extérieure. C'est-à-dire que donc, est-ce qu'il y a des commissions, des acteurs, des individus, à tous les niveaux possibles, institutionnels ou pas institutionnels, auraient pu intervenir pour pouvoir changer la donne. Changer leur vote. C'est-à-dire que ce n'est pas leur propre volonté qu'ils ont exprimée, mais on leur a fait exprimer une volonté. C'est-à-dire que plein d'autres, des individus, des institutions, pourquoi pas, auraient pu justement inciter à changer le sens de leur vote. Que ce n'est pas forcément cela qu'ils ont voté. Donc on a pu modifier, on a pu changer donc la manière dont ils aperçoivent les deux candidats. Et comment dire, c'est Staline qui a dit, vous pouvez me corriger si ce n'est pas le cas, que ce n'est pas ceux qui votent qui décident, mais c'est ceux qui comptent les votes qui décident. Absolument. Staline a la raison pour une fois, ce n'est pas ceux qui votent qui comptent, c'est ceux qui comptent. Parce que ceux qui comptent, là aussi on le sait que dans une région, en tout cas, il y a une sorte de chasse gardée, de même mise sur n'est-ce pas, le processus électoral, le mécanisme de vote, ce qui fait que il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de possibilité de pouvoir faire en sorte que l'on suive l'équité entre les candidats. Parce que dans les votes, il n'y a pas que la question régionale qui compte, c'est toute la question des personnes. C'est les électeurs aussi, parfois, choisissent en fonction des qualités humaines des candidats. Ça veut dire qu'à Ottawa, ils ont, en général ou à 100%, conclu que le candidat Oumar n'est pas sage, n'est pas bon, et ceci, cela, et que l'autre, en l'occurrence,
Voilà, donc c'est aussi un choix de personnes qu'on fait. Or, comment vous pouvez-vous donc dire que Ottawa, qui était un ancien aussi fief de la CNS également, soit mis, à l'appel, n'est-ce pas, et que subitement, un nouveau candidat, qui n'a jamais été candidat au présidentiel, puisse maintenant montrer patte blanche. Donc, vous voyez, c'est tout cela qui, effectivement, montre les difficultés, les illogismes qu'on a vus dans ce vote-là. Oui, au Sénégal. Bien évidemment. Parce que moi, quand je prends, il faut le dire ouvertement. Moi, je dis, une région ne peut pas être l'exclusivité d'un parti politique. Ça, c'est clair. Il y a toutes les composantes sociales, ethniques, tout. Et des gens, ils se déterminent en fonction de leur affinité et tout. Le docteur vient de le dire. La sociologie électorale. Tout le monde sait, à l'époque, quand Tanja était encore candidat, Tanja a battu à plate couture, jamais dans la région de Tawa. Et voilà que subitement, dans la région de Tawa, à chaque fois qu'on va au vote, on considère que tout le monde est unanime. Il y a des gens qui sont là sédentaires dans des grandes localités où les zones sédentaires où les gens sont fixés. Il y a des zones reculées où c'est des zones nomades. Et dans ces zones nomades même, on fait comprendre aux citoyens que tout le monde a bien voté. Non, ça pose problème. Il faut réfléchir à ça. Ça pose sérieusement problème. Là où dans les villes, on considère qu'il y a tel nombre, bulletins blancs ou nuls, tel nombre, dans une zone où des gens sont peut-être même pas en place, sur place, à un moment donné, dans ces zones-là, tout le monde est là pour voter au moment du vote. 900 et quelques mille dans la seule région, pour un seul parti. Non, c'est UBS. C'est UBS. Et le même parti qui retrouve dans les autres régions du pays, qui trouve quand même à engranger des voix. Mais de l'autre côté, c'est une chasse gardée. Moi, je dis, en matière électorale, s'il y a une sincérité, c'est qu'on doit créer les conditions pour que, dans toutes les régions, de la même manière que ça se passe dans les autres régions, de cette même manière, ça puisse se passer dans cette région précise. Oui. Qui plus est, aujourd'hui, on est dans une situation où, pendant pratiquement toutes les années, en tout cas les mandats précédents, on sait comment les choses se sont passées. Cette fois-ci encore, c'est comme si, bon, tout le monde s'est dit, bon, on défend une zone. On vote. Le vote est national, normalement. Mais on se retrouve dans une situation où on a comme l'impression que Tawa, c'est l'exclusivité du PNDS. Comment peut-on comprendre ça? Comment? Oui, docteur. Oui, tout se passe aussi. On avait appliqué la sociologie électorale américaine au Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout ça aux États-Unis, on a des États démocrates et des États républicains. Donc, dans ces États-là, les démocrates votent pour les partis républicains. Les démocrates, les républicains votent pour les partis républicains. Voilà. Maintenant, il y a les deux bords. Mais maintenant, il y a aussi les swing states. Les États qui font le président, qui décide du vote président, qui décide qui sera président. Qui balance tantôt au gré du contexte. Voilà, ce sont les swing states vraiment. Donc ceux qui décident, déterminent vraiment qui sera le prochain président des États-Unis. Voilà. Donc Tawa, c'est un peu un swing state apparemment. C'est-à-dire que c'est Tawa qui décide de qui sera président du Niger. Du Niger. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Alors que Tawa n'a jamais jusque-là, depuis qu'on a commencé à faire les élections au Niger, était un swing state. Ça n'a jamais été. On a vu quand même des candidats avoir des voix, bien sûr, tout à fait importantes et tout. Il n'y a pas de détermination possible. C'est pas un swing state. Voilà. Comment se fait-il que, subitement, Tawa devienne un swing state? C'est ça qui est quand même assez choquant aussi. Parce que quand même, du point de vue sociologique, on ne comprend pas. Subitement, en quelques années, voilà, que Tawa devienne un swing state et que d'autres régions demeurent les mêmes, dans la même posture électorale. Donc je pense qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là et qu'il faut devoir revoir pour que dans les prochains scrutins présidentiels, il ne puisse pas avoir de telles inégalités. Voilà. Alors, le nouveau républicain, dont on a découvert le titre tout à l'heure, a dit que le peuple conteste les chiffres avancés par la CENI. Cette contestation, malheureusement, s'est faite souvent dans la rue. C'est le cas dans certaines localités du pays, principalement à Niamey, la capitale, où on a assisté à beaucoup de chauffourées, souvent entre les forces de l'ordre et puis des jeunes manifestants dans les quartiers de Niamey
plusieurs quartiers dans les 5 arrondissements communaux de la capitale, juste après la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI dans l'après-midi du mardi, si je ne m'abuse, donc mardi 23 février dernier, les échauffourées ont commencé. 2 jours après, l'on constate les dégâts ici et là et la réaction des uns et des autres. Je vous propose de suivre ici un micro-trottoir organisé par Bonferré Télévision, où les citoyens nigériens, quelques-uns en tout cas, sont exprimés au micro de Samira Issa Ali Mega, reporter à la rédaction de la télévision Bonferré. Donc je vous propose de suivre l'élément ici. Les manifestations enregistrées à Niamey depuis mardi après-midi, après la proclamation des résultats de la présidentielle second tour par la CENI, ont donné lieu à des scènes d'affrontement avec les éléments des forces de l'ordre. Plusieurs quartiers de la capitale ont été touchés. Gamkale, Dangao, Wadata, Rive Droite et Aéroport, entre autres. Des scènes désolantes durant lesquelles des pneus ont été brûlés, des biens publics et privés saccagés. Le bitume endommagé à plusieurs endroits. Dispersés par les forces de l'ordre de l'après-midi d'hier, les manifestations ont repris la nuit et ce mercredi matin à plusieurs endroits. Certains habitants de Niamey appellent à la retenue et à privilégier les voies de recours légaux en la matière. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'appeler les gens au calme, la sérénité, et que, comme ils l'ont dit auparavant, de laisser tout dans les mains de Dieu. C'est ce qu'ils doivent faire. De ne pas inciter les gens à des manifestations, parce que la finalité, c'est quoi? C'est les pauvres, les gens qui ne savent même rien de la politique, c'est eux qui sont en train de compatir. In Nijar ta gyaru da iko da talaka su suka gyaru, su ne za su samu kwanciyar hankali. Saboda na wani bangare bai iya zawa gyara mu kasa. Mu tsaya mu lura mu gani duka a yahe ma juna bisa matsaloli da suka samu gaba daya, a tsaya a yi maganganu wanda kasa za ta ci gaba. Irgo girko ngware irko Nigeria ngai me ame binay yamal. Irgo ngware irko makande doga ne illa bo segu tonton. Irgo ge ginda dang alfaga ga ngai mo sifarga imma ngware imma ta alfati la bo se. Boray kan gonda gabi la bora ngai mo imte moso boray kan gona ga lakatune damo lakatune mo sai kulanse zamlabo bora kullu marga gineino. En dehors de Niamey, des manifestations ont été signalées à Dosso et quelques échauffourées à Maradi. Pour gérer la situation, le réseau Internet a été fortement ralenti, voire totalement suspendu par moment. Des sources policières citées par RFI font état de l'arrestation de plus de 200 personnes parmi les manifestants. C'est déplorable ce à quoi on a assisté après la proclamation des résultats, ces scènes de violence-là. C'est vraiment déplorable. Des édifices publics, des biens publics comme privés ont été vandalisés. Mais moi, dans un pays où on a comme l'impression que les gens en position de pouvoir, ils ne voient pas comment les choses se passent, comment la pauvreté augmente, comment il y a des années, à Niamey, on ne connaissait pas des gens qui suivent des usagers à moto avec des haches. C'est la pauvreté, c'est la lutte contre la pauvreté. Quand il y a une frange, parce qu'aujourd'hui, moi, certainement, beaucoup de gens qui se sont infiltrés, si d'aventure c'est des militants de partis politiques, mais il y a beaucoup qui se sont infiltrés pour pouvoir procéder à ce qu'on a vu là dans Niamey. Des gangsters, des brigades, qui ont une occasion propice en pleine journée pour aller casser pieds. Alors, ces gens-là, ils sont là depuis des années, ils sont là, ils bricolent à longueur de journée.
Et voilà, ils trouvent une occasion parce que tout simplement, les discours qui ont été tenus, ça ne leur dit absolument rien. C'est des gens qui n'écoutent même pas les discours souvent. Ils ont profité d'une situation qui est là. C'est déplorable. Il y a eu même mort d'homme. Tout ça, c'est déplorable. Mais moi, pour moi, véritablement, il faut créer les conditions par rapport à la gestion de l'État pour que les citoyens s'y retrouvent à tous les niveaux. C'est ça le plus important, c'est ça l'enjeu principal. Sinon, je ne sais pas quel président français est venu une année dans ce pays-là pour dire je ne sais pas si c'était Chirac, qui a dit que c'est une bombe. À retardement. À retardement. Que les gens s'offusquent, c'est tout à fait normal. Mais moi, quelque part, je me dis, c'est des choses qu'on ne peut pas contenir avec le temps. Et ça grandit, ça prend de l'ampleur. Et on est arrivé, on voit déjà, c'est un signal ça, qui montre que les gens sont mécontents de la gestion de l'État, parce que la redistribution des richesses n'est pas faite de manière optimale, de manière à ce que chacun se retrouve, de manière à ce que tous ceux qui viennent des campagnes, qui viennent s'installer, allez dans la ceinture verte là, faites le tour, vous allez trouver le monde qui est là, dans l'espoir de trouver un job pour manger. On fait quoi par rapport à ces gens-là? Ce que les gens sont en train de déployer, c'est normal de déployer parce que ce n'est pas normal d'aller casser le bien d'autrui ou même le bien public. Mais que les gens se disent, il faut changer la gouvernance aussi. Il faut voir comment je dois gérer. Pour faire en sorte que les écarts ne soient pas énormes. Il y a une classe bourgeoise qui est là. J'ai souvent parlé de classe, comment on appelle ça, la classe moyenne ou quelque chose comme ça. Mais non, mais c'est dans le discours. Mais dans la réalité, même ceux qui étaient avant un peu aisés, ils sont retrouvés souvent dans des situations où c'est difficile même d'assurer le quotidien et tout. Absolument. Docteur Silagi. Oui, vous savez, les mobilisations politiques sont toujours multisectorielles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent, qui se mobilisent, pas pour des raisons purement politiques ou électorales, mais pour leur propre compte, pour des raisons économiques, financières, pour des raisons de plaisir à la limite. Voilà. Donc il y a tous ces acteurs-là qui ne sont pas forcément liés, n'est-ce pas, donc, au jeu politique, et qui, mais là, trouvent l'opportunité de pouvoir capitaliser peut-être leur gain, de pouvoir avoir quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que pendant ces 10 années, c'est quand même 10 années de misère, de chômage, la jeunesse est délaissée. Ils sont délaissés pour compte, pour la plupart. Des gens parfois diplômés, qui n'ont pas de travail, qui sont devant la maison en train de faire du thé. Donc il y a une jeunesse qui est délaissée, abandonnée, qui la trouve quelque part l'occasion de s'exprimer. C'est aussi une petite expression pour eux. Voilà. Pendant longtemps, j'étais étouffé. Voilà. Donc les gens s'expriment à travers ça. Par quoi? Par la violence. Hélas, la violence, hélas. Ils s'expriment. C'est une manière de s'exprimer. Monter leur arbor. Donc il y a ce... Il y a deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a, si je vais un peu en arrière, sous les élections, sous le régime de Barré, vous vous rappelez, il y a eu des violences inouïes, notamment locales, des violences inouïes, et le pouvoir a réprimé. Qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a également arrêté les leaders politiques, ce n'est pas nouveau. Les leaders politiques, Maman Youssouf en particulier, a été déporté à Ikrafan, je crois. À Ikrafan, oui, je dis. Donc Ikrafan, entre autres. Et Tanja Mamadou, Ousmane était à les gens surveillés, strictement surveillés devant. Voilà, c'est pas nouveau. Je dis que, voilà, c'est la même posture, la même pratique que les pouvoirs actuels reproduisent. Ce qu'on a fait il y a 25 ans, je ne sais pas combien d'années, voilà. C'est ça que eux aussi, également. Internet aussi coupé à l'époque, vous vous rappelez, on a coupé, voilà, tous les réseaux sociaux ont été coupés, sont barrés. C'est la même chose qu'on reproduit aujourd'hui. Donc voilà, il y a une posture où quand un pouvoir est en perte de vitesse, comme à l'époque où Barré avait 52% contre tous les grands partis là, on dit, ah, c'est pas normal, voilà. Donc il y a une sociologie qui n'est pas juste normale. Là aussi, il y a une réaction, donc, de place. Évidemment, ça montre bien que cette fois-ci également, le pouvoir est en perte de vitesse, qu'il ne peut plus contenir. Il ne peut plus être en posture de pouvoir faire une élection normale. Il faut utiliser la force comme avant. Utiliser la force, il faut pouvoir arrêter les gens, il faut pouvoir embastiller les gens, il faut pouvoir couper la liberté, les réseaux sociaux, donc la liberté d'expression, de communication, et donc nuire à l'économie nationale. Parce que quand même, ce sont des milliards qui s'en vont. Voilà, et les gens qui sont là à la maison. Voilà. Donc tout ça sont des conséquences. Les conséquences sont plus graves même que ce qu'ils veulent faire. Et tout ça pourquoi? Pour les ambitions de quelques individus qui vont pouvoir mettre notre économie sous coupe réglée. Ils vont pouvoir
soit que notre unité nationale soit atteinte. Donc il y a déjà donc un précédent. Maintenant, on sait qu'il faut tirer les leçons de ce précédent-là pour ne pas aller très loin, pour ne pas que notre économie... Parce que c'est ça aussi notre défaut. On ne tire jamais de leçons du passé. C'est une situation qui a déjà eu lieu. Maintenant, comment on va pouvoir arrêter des leaders politiques parce que ce n'est pas eux qui ont cité. Ce n'est pas eux qui ont cité. Est-ce qu'à l'époque, ce sont eux qui ont cité Mamoudou qui a cité pour qu'on l'amène à Krapane ou à Mamoudou ou qui encore. Ce n'est pas eux. Voilà, donc voilà, maintenant, on dit amener c'est eux. C'est eux. Bon, vous voyez, c'est incroyable. Absolument. Et la posture que vous décrivez a été celle du ministre de l'Intérieur. Donc on peut suivre ici, dans cet extrait, le ministre Al-Kash, au cours d'un point de presse, suite à ce début de violence dans la capitale, a parlé du bilan de ces manifestations, mais aussi il a pointé du doigt certains responsables politiques et leaders politiques comme étant les instigateurs de ces manifestations. Suivons cet extrait, le point de presse de Al-Kash Al-Hada. Pour bien comprendre cette volonté qu'ils ont, il faut remonter aux propos qu'ils ont tenus bien avant les élections. Des propos annonciateurs de ce qu'ils vont faire, annonciateurs des manifestations actuelles, annonciateurs de la violence actuelle. Je voudrais rappeler à ce propos les propos qui ont été tenus d'abord le 29 août 2020 au congrès du parti Amin Amin de M. Omar Hamidou Tchana. À ce congrès, M. Hama Amadou, qui est le principal accompagnateur, on va dire, de Maman Ousmane, avait déjà invité les partis politiques de l'opposition et le peuple, je le cite, pour créer les conditions, comme il dit, d'une alternance avant décembre 2020. Ce sont ses propos à lui. Il dit qu'il invite les partis de l'opposition et le peuple nigérien à créer les conditions d'une alternance politique avant décembre 2020. Or, le premier tour des élections présidentielles était prévu pour le 27 décembre. Alors, comment créer une alternance avant décembre? Il parlait le 29 août. Ça veut dire qu'il avait déjà un agenda. Et c'est quoi cet agenda-là? Comment peut-on, avant des élections, organiser une alternance autrement que par la force? Les manifestations qui se sont tenues, évidemment, il y a eu un bilan. Malheureusement, on déplore 2 morts, dont l'une des gardes rapprochées du président Seyni Oumarou, et aussi des dégâts et d'infrastructures, la destruction d'infrastructures publiques et privées. Ce sont les Hamas qui sont responsables de ça. Ce sont eux qui sont responsables de l'incendie de la maison de Moussa Kaka. Tout comme ils sont responsables des autres incendies. Tout comme ils sont responsables du pillage des boutiques, des stations-service. Une évaluation sera faite de toute façon. Et ils vont payer. Ils paieront parce que tous les actes qu'ils ont posés sont des actes répréhensibles. Les auteurs, co-auteurs, complices, instigateurs, y compris ceux de l'extérieur d'ailleurs, parce qu'il y a certains qui les ont financés de l'extérieur aussi, bon, leurs amis. Mais nous n'oublierons rien. Où c'est ça? Le ministre Jean, procureur de la République, à partir du moment où il accuse, et il le dit, il affirme. Ce n'est pas que... Voilà les auteurs, voilà c'est eux qui ont produit tout ça, tout ce qui est arrivé, en faisant allusion à des propos qui auraient été tenus en... Ça ne me surprend pas, évidemment, un genre de comportement venant du pouvoir. Il faut trouver certainement, parce que normalement, même s'il y a des faits qui sont déroulés, qu'il faut déplorer, notamment les cas sécuritaires, personne n'est d'accord avec ça. Mais il faut tenir compte aussi quelque part du contexte, parce que tout à l'heure je viens de dire que cette ville-là est pullule de gens
qui se posent la question, souvent qui sont obligés, et qui se mettent, ils profitent d'une occasion, toute situation, parce que les gens sont là, ils vivent au quotidien, au jour le jour. Et ils voient des gens en véhicule rutilant, machin, tout ça, venir, l'énergie et tout et tout. C'est souvent, c'est ça le côté animal de l'être humain. Mais quand on va jusqu'à... C'est eux. Si c'est des gens qui ont été pris sur le terrain, à ce moment, on peut considérer que c'est un début de preuve. Mais des gens, des leaders et autres, des grands militants des partis, il n'y a pas de preuve matérielle qu'il a pu avancer. Alors, à ce moment précis, on se pose des questions. Ça vise quoi? Ça vise quoi? C'est pas parce que, d'accord, il a des notes d'information en tant que ministre de l'Intérieur, mais ça ne lui donne pas le droit de venir dire ouvertement que, voilà, celui qui prononce même la sentence, ils doivent être condamnés. Voilà un peu la logique dans laquelle il s'est installé, ce ministre. Des arrestations ont eu lieu, donc, après toutes ces annonces et ces déclarations, des arrestations dans les rangs des militants ou leaders politiques, principalement des partis politiques de l'opposition. On fait le point avec Haïdara Youssouf, un camarade de la rédaction de la télévision Bonferré. La vague d'arrestations enclenchée à la suite des manifestations post-électorales s'est soldée par l'interpellation de plus de 400 manifestants gardés pour l'essentiel à l'école de la police. Parmi les leaders politiques, au moins 5 sont gardés à vue dans les locaux de la police judiciaire. Parmi eux, Moumouni Bourema, ancien chef d'état-major des armées. Jibril Baré Maïnassara, candidat de l'UDFP Sawaba au premier tour du 27 décembre 2020. Seydou Tahirou Mayaki, président de la coordination Lomana Tilaberi, Maman Ousseini, ex-capitaine de l'armée, membre du Ben Lomana Africa, et le chargé de communication du MODA-FA Lomana Tondigaway, entre autres. Hama Amadou, personnalité morale du MODA-FA Lomana et soutien de Maman Ousmane, est considéré comme le principal instigateur des manifestations par le ministre de l'Intérieur. Ce sont les Hama qui sont responsables de ça, tout comme ils sont responsables des autres incendies. Hamamadou est activement recherché, l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale interviewée par Monde Afrique et dont les propos ont été rapportés par le journal L'Enquête. Hama Amadou, personnalité morale du MODA-FA Lomana et soutien de Maman Ousmane, est considéré comme le principal instigateur des manifestations par le ministre de l'Intérieur. Ce sont les Hama qui sont responsables de ça, tout comme ils sont responsables des autres incendies. Hamamadou est activement recherché, l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale interviewée par Monde Afrique et dont les propos ont été rapportés par le journal L'Enquêteur de ce vendredi, a confirmé ses interpellations sans mandat qui sape sa procédure de recours devant la Cour constitutionnelle. En tout cas, moi je proteste énergiquement contre ces arrestations indues. Ces arrestations-là sont faites sans qu'il y ait un mandat d'arrêt notifiant clairement de quoi il s'agit. Et on se rend compte que c'est uniquement les gens de mon camp. Ce n'est pas normal, parce que ces interpellations et ces arrestations sont sans aucune barre. Mais ça nous porte préjudice, parce que nous sommes dans une phase où chacun des deux compétiteurs est en train de rassembler les matériaux pour étayer ses arguments auprès de la Cour. Sur des images diffusées sur la télévision nationale jeudi soir, le Premier ministre Brigitte Raffini a organisé une rencontre avec les partenaires techniques et financiers du pays afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et solliciter leur contribution pour un acheminement vers la fin du processus électoral en cours de manière pacifique. Docteur Slagé, ça suscite quelle réaction ça? Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur et puis la liste de quelques leaders arrêtés. Et parmi les manifestants, on dénombre presque 400, selon même le bilan dressé par le ministre de l'Intérieur lui-même. Vous savez, je ne suis pas étonné de voir toutes ces choses-là. Ce sont des dérives qu'on a déjà connues. Rappelez-vous seulement 97, 96, quand le ministre de l'Intérieur, Idi Ango Omar, parlait d'investissement national qu'il lance aux populations. Investissement national. C'est un peu ça, voilà. Donc c'est la même posture autoritaire, voilà, arbitraire, que voilà.
on va pouvoir faire en sorte que la force, que la répression prime. Et bien sûr, sans base matérielle aucune, notamment. Parce que, déjà, remonter à 2 mois, 3 mois, ou parfois 1 an pour avoir des arguments contre Mamadou, c'est déjà lâche, c'est déjà peu fiable. Pourquoi pas maintenant, si c'est ça? Pourquoi maintenant? Et le fait qu'il ait dit un discours qui semble, selon lui, appeler à la révolte, mais j'ai dit non, il n'a pas tous les moyens dans tous les cas. On a vu des changements au Parlement. Même quand Mamadou a été changé par le BNDES, qui a appuyé, il y a eu une sorte de changement. L'internance quelque part. Voilà. Pourtant, pendant ce temps, il était là, hop, on l'a mis de côté. Sans violence, sans que, voilà. Donc, faut pas, voilà. C'est-à-dire qu'il y a le discours politique, parfois, qu'il faut prendre séparément des discours de sens commun. Quand je prends seulement en France, aux élections de 2016, je crois, on se rappelle, le chef du parti, la France insoumise, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui disait, qui parlait d'insurrection. Il y aura une insurrection, il y aura une révolte populaire, il y aura une révolution politique. Est-ce qu'on l'a arrêté? Est-ce qu'on a dit, ah voilà, tu as voulu inverser le pouvoir, tu as voulu jamais. Mais ce sont des propos normaux dans un contexte démocratique ou électoral ou pré-électoral. C'est comme ça, c'est le discours de l'homme politique. Voilà, c'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui dit ça. Et lui, il veut quand même gouverner, il veut présider le pays. Est-ce qu'il va appeler à détruire un pays qui veut gouverner? Mais quand même, soyez logique. Je pense que tout cela montre bien que c'est un désarroi. Le pouvoir est aux abois. Je ne sais plus à quel sens se vouer. Maintenant, il faut trouver, quelque part, des propos, pas des faits, des propos qui ont été tenus pour pouvoir condamner, pour tenter de condamner, et même de pouvoir juger à l'avance. Donc les prévenus en tant que... Parce que voilà, cela vont payer. Comme si c'était déjà fait. Donc ça veut dire que c'est un désarroi que ça montre tout cela. Justement, c'est pour désamorcer justement cette crise-là. Parce que la faute principale, c'est le pouvoir. Ce n'est pas les hommes politiques, ce n'est pas les femmes politiques. Pourquoi c'est le pouvoir? Parce que le pouvoir, l'État a la mission principale, notamment, de pouvoir veiller à la protection des biens et des personnes. Des biens et des personnes. Voilà que plusieurs boutiques, plusieurs commerces ont été pillés, saccagés. Voilà que même il y a eu des morts, comme il dit. Alors l'État donc, a failli à protéger les citoyens. A failli à ce maintien de l'ordre. L'État a failli à sa mission régalienne pour pouvoir protéger les citoyens. L'État n'a pas mis assez de moyens, suffisamment de ressources. Nouveau matière, de coupables. Vous vous rappelez la manifestation civile qui a eu lieu avec le temps, il y a eu un mois, je crois, un marché, 2 mois comme ça. On a dit, ce sont les acteurs civiques, ce sont les Sangari, les Dirissa, les Nouharzika, c'est eux qui ont... C'est à l'occasion de la contestation contre la loi des finances 2018. Voilà, 2018, voilà. Donc, c'est un truc qui, voilà. Donc, c'est pas eux, c'est pas le pouvoir, c'est pas le maintien de l'ordre qui a failli. C'est l'État, et normal, il a tout fait. Ce sont les autres qui ont agité. Oui, c'est la même logique qu'on reproduit. Logique, c'est-à-dire que trouver un bouc émissaire. Ils vont payer des millions, c'est la même chose que le ministre en cash. Il fait. C'est-à-dire que c'est toujours la même litanie qu'on raconte. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'argument solide pour pouvoir faire en sorte que le droit prévoit. Or, l'état de droit signifie bien que c'est le juge qui doit pouvoir dire ce qu'il a dit là. C'est pas lui. C'est le juge qui doit le dire. Parce que c'est le juge qui a quand même le droit. Absolument. Alors, des réactions, fils de parti. Au nombre des réactions, il y a ce communiqué du mouvement pour un sursaut patriotique. Une organisation, un regroupement donc d'intellectuels nigériens de tout domaine qui se sont réunis dans le cadre d'un mouvement ad hoc, mouvement pour un sursaut patriotique qui a rendu public une déclaration, un communiqué de presse, qui nous est lu ici par notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré, Youssouf Haïdara, que je propose d'écouter. Le mouvement pour un sursaut patriotique, considérant que l'essence de toute élection réside dans le libre choix exprimé par les électeurs et qu'à défaut de cette expression libre, on ne saurait parler d'élection. Et c'est à la satisfaction de cette exigence que les règles régissant les différents scrutins ont été posées en toute souveraineté par l'État nigérien. Qu'ainsi, aucun citoyen ne peut s'arroger impunément le droit de transgresser les règles établies et se prévaloir des voies illégalement acquises, qu'il est de l'office de la Cour constitutionnelle de sanctionner par la nullité du scrutin et aux autres juridictions de sanctionner les comportements
Tombant sous le coup de la loi pénale, sur la base de ces principes, le mouvement pour un sursaut patriotique fait le triste constat qu'à l'occasion du deuxième tour des élections présidentielles, plusieurs déclarations concordantes émanant tantôt d'acteurs électoraux, d'observateurs nationaux ou internationaux, ou encore du candidat de l'opposition au deuxième tour, voire de simples témoins des faits, font état d'actes graves qui contreviennent aux lois électorales posées dans certaines localités, notamment celles de Tawa, Nord Maradi et Nord Agadez. Considérant les conditions de proclamation des résultats par la CENI, dont certains chiffres paraissent invraisemblables quant à leur sérieux ou leur réalité. Considérant les conditions dans lesquelles certains observateurs internationaux ont mené leur déploiement sur le territoire national, proclamant des satisfecits sur la seule base d'observation menée hors des zones que l'on savait exposées à la fraude massive à la lumière des griefs formulés lors des précédents scrutins. Le mouvement pour un sursaut patriotique regrette que la Commission nationale des élections CENI n'ait pris aucune mesure véritable pour prévenir les incidents à propos desquels son attention a pourtant été attirée, mais sans succès, ce qui a ouvert la voie au contentieux post-électoral vers lesquels on s'achemine aujourd'hui. Conséquemment, invite les membres de la Cour constitutionnelle à faire preuve d'impartialité et d'indépendance dans le traitement des recours pour rassurer les Nigériens et réparer les manquements qui jurent d'avec les règles et l'éthique régissant toute compétition dans un souci d'apaisement des tensions que ferait naître tout traitement qui paraîtrait inéquitable. Ce qui, demeurant, serait dans le sens d'honorer pleinement leur serment. Dans le même ordre d'idées, il est attendu des membres de cette juridiction au regard de l'enjeu national que représente leur décision à intervenir, qu'ils fassent appel à toutes les ressources techniques que leur offre la science juridique en matière d'interprétation, spécialement à propos de l'administration de la preuve des faits incriminés dont nul ne peut ignorer la difficulté si l'on devrait s'en tenir à la simple lecture littérale de la loi. De manière générale, le mouvement pour un sursaut patriotique condamne et condamnera toute forme de violence comme mode de conquête du pouvoir ou de règlement des conflits post-électoraux, tout comme il condamne toute fraude électorale ou toute confiscation ou dénaturation des votes des citoyens et demande aux Nigériens, qu'ils soient ou non détenteurs de prérogatives de puissance publique, de s'engager dans la construction d'un Niger où le respect de la loi par tous est tenu pour condition minimale du vivre ensemble et de la paix sociale. Autre réaction, celle du médiateur de la République, Maître Ali Sirf Meiga, a également rendu publique une déclaration à l'occasion de la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI et des manifestations de violence que cela a suscité à Niamey dans certaines localités du pays, et puis aussi dénoncer les arrestations opérées dans les rangs des leaders politiques. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration, celle du médiateur de la République. Le médiateur de la République condamne fermement de tels comportements et rappelle aux uns et aux autres que la CENI s'est limitée qu'à son strict rôle, qui est l'organisation, la supervision, la proclamation des résultats globaux provisoires. La décision finale appartient à la Cour constitutionnelle, conformément aux lois de la République qui l'ont investi de cette prestigieuse mission. Le médiateur de la République en appelle donc au sens de responsabilité et à l'esprit de civisme de tous et les demande de faire confiance aux institutions de l'État en charge du contrôle de la régularité des opérations électorales et dont personne n'a le droit en l'État de douter de la compétence et de l'intégrité morale. Il demande particulièrement à la Cour constitutionnelle d'avoir une pleine conscience de son rôle éminent et de jouer faiblement son rôle d'arbitre impartial, de juger en fait et en droit, tel que le lui prescrit
la loi est de ne décider que d'après la volonté du peuple régulièrement exprimée. L'avenir et la sécurité du pays dépendent de la sincérité de sa décision et d'elle seule. De l'autre côté, il est impérieux et urgent de mettre un terme aux interpellations et aux arrestations qui s'opèrent dans des conditions incompatibles avec le climat qui nous préoccupe. Où c'est ça? Moi, je pense que c'est ce qu'il vient de dire. Moi, je dis c'est un discours de sagesse et un discours quand même qui révèle un certain nombre de choses. C'est que, bon, bien évidemment, si une autorité comme ça sort pour dire voilà, ce qu'il faut faire. Moi, je dis, ce n'est pas compliqué. Hein. Et c'est ça qui, souvent, c'est préjudiciable, c'est condamnable. Il faut condamner ce qui s'est passé. Mais on pouvait prévenir tout ça. On pouvait le prévenir en organisant des élections propres où on va minimiser au maximum les fraudes. Aux États-Unis, c'était Trump qui était au pouvoir, non? Mais ça sert à quoi? La démocratie, pensant que moi, je suis au pouvoir, le peuple ne peut pas me sanctionner. Mais alors, en fin de compte, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Parce que je suis au pouvoir, je veux créer les conditions, même si j'ai mal géré, j'ai créé les conditions pour pouvoir rester au pouvoir. Alors, on abandonne tout simplement ce système. Ça n'a pas de sens. La démocratie, c'est pour créer les conditions, permettre aux citoyens de s'exprimer en fonction de leur vision, leur appréhension, leur façon de voir comment vous avez géré. En fonction, si vous avez travaillé, on vous reconduit. Si ce n'est pas le cas, qu'on puisse permettre aux citoyens de sanctionner. Si ça ne peut pas permettre la sanction, quelque part, je me dis, c'est de l'argent qu'on injecte comme ça dans le vent. Parce que tout simplement, des gens sont allés jeter, on a trempé les doigts dans la prière, et puis c'est fini, quoi. Le peuple s'est exprimé. Non, l'expression du peuple, il faut responsabiliser, il faut faire en sorte que ce que j'ai dit, la volonté, ce qui s'est exprimé, il faut qu'on puisse dire cette volonté-là. De quel côté? Trump pouvait dire non, mais je suis président, mais il ne l'a pas fait. Il a tenté de contester au niveau du Capitole, où il a mobilisé. C'est allé où? Nulle part. Ce n'est pas allé loin. Il faut qu'on crée ces situations-là dans nos pays. Sinon, c'est pas la démocratie, c'est le meilleur système qui puisse exister. Mais c'est pas, la démocratie ne peut pas être un système où je m'installe et j'y reste. Tant que je suis là, moi je ne peux pas. Non. On crée les conditions de transparence où il n'y aura pas de contestation. On ne peut pas, quand il y a les conditions de transparence, imaginez aux États-Unis, où y compris des républicains, se sont désolidarisés de leur président par rapport aux actes qu'il a posés. Ça doit fonctionner de la même manière dans tous les autres pays au monde. On ne peut pas faire une démocratie exclusive où, voilà, la pratique démocratique dans ces pays-là, on peut concevoir que c'est comme ça. Des gens sont venus de l'extérieur pour dire qu'ils ont supervisé. Ils ont supervisé quoi? Les observateurs internationaux, ceci, cela. Mais moi, j'ai dit, ils viennent observer quoi? En fin de compte, c'est quoi ils viennent observer? Parce que, observer, aller dans une dizaine de bureaux de vote dans Niamey, un peu dans la périphérie, pour venir dire, tout s'est bien déroulé. La contestation, ils sont venus une première fois, vous avez vu les zones. Mais déployez vos gens pour aller voir dans ces zones-là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est bien beau de venir s'asseoir à Niamey pour dire que tout s'est bien déroulé. À Niamey, les problèmes sont mineurs. Les problèmes qu'on rencontre à l'occasion de ces élections sont mineurs. C'est tout à fait normal qu'ils disent, mais c'est à l'intérieur du pays que les problèmes sont. Et ils doivent faire cet effort. C'est pour venir superviser les élections. Ils doivent se donner les moyens d'aller dans ces zones-là où les gens contestent généralement les élections. Absolument. Tant que ce n'est pas fait, moi je dis, je ne vois pas leur utilité. Ils viennent en villégiature pendant une semaine, 2 semaines, un rapport où on change juste le pays et puis un peu les noms, et puis c'est fini. On considère que ça peut être validé par la communauté internationale. Non,
Non, il faut mettre fin à ce cirque-là. Parce que pour moi, c'est un cirque. Docteur Schilach. Oui, je pense que la première déclaration met l'accent sur les insuffisances, les limites, n'est-ce pas, sur les institutions électorales, c'est lié aux institutions électorales, notamment, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de défaillances, c'est vrai, quand on constate sur cela. Donc, c'est pas normal qu'on assiste à ce genre de pharmacie, par exemple, dans cette région, tout ça, c'est pas normal. Et c'est aussi une invitation que les règles du jeu soient respectées. C'est-à-dire que vraiment, celui qui a gagné, qu'on lui donne sa victoire responsable. Or là, apparemment, ça tergiverse. Je pense que les institutions électorales doivent pouvoir revoir si tel est le cas, et pour que la CNI, pour que la Cour constitutionnelle, une fois donc à ce niveau, puisse vraiment avoir les mêmes libres pour pouvoir décider sur le moment. Or là, vous voyez, une situation vraiment entre deux. Les deux disent qu'ils ont gagné. Mon Ousmane dit qu'il a gagné. Et mon Ousmane aussi le dit. Il faut quand même beaucoup le croire, parce que c'est quand même dans un contexte de Akan-Laya. C'est-à-dire que c'est comme si on a mis en face la Constitution face au Coran, face au Saint-Coran. Voilà, celui qui dit sur le Saint-Coran qu'il a gagné. Est-ce que vous allez le croire le plus ou bien celui qui a pris à compte la Constitution laïque, comme on dit. Voilà. Donc c'est aussi le choix. Il a dit dans ce contexte-là qu'il a gagné à 50%. Excusez-moi. Oui, allez-y. Bon, là, vous m'avez fait Alors, enfin, c'est pour vous faire suivre cet extrait donc, des propos de Maman Ousmane, justement, qui revendique la victoire. Il a dit déjà quelques jours avant sur la radio, notre concert d'Echevele, et hier, au cours d'un point de presse qu'il a organisé à Zender, où il se trouve depuis la proclamation, depuis les élections, d'ailleurs, depuis le 21 février, ou la veille du 21 février, à Zender, où il est, il a tenu un point de presse. Je propose de suivre donc le propos du président Mahaman Ousmane. Nous avons les résultats validés. Et c'est ce que nous avons annoncé publiquement pour effectivement estimer que la victoire est de notre côté. Donc, je revendique la victoire dans le cadre de ces résultats globaux provisoires. Et nonobstant cela, il y a un certain nombre d'irrégularités que nous avons constatées et nous allons utiliser les voies légaux de recours qui nous sont offertes de manière à améliorer davantage notre score. Alors, ce que je veux vous dire à cet instant-là, c'est que nous assistons au Niger à une situation assez bizarre, où c'est la puissance publique, c'est le pouvoir lui-même qui provoque des troubles à l'ordre public. En ce sens que des résultats provisoires globaux sont annoncés. D'un côté, il y en a qui manifestent leur mécontentement et qui sont inquiétés, et de l'autre côté, il y a des gens qui manifestent leur joie et qui sont protégés, soutenus et encouragés. C'est injuste, c'est inéquitable. C'était un extrait donc d'une interview qu'il a accordée à notre conseil à la radio d'Echevele. Hier, il a animé donc un point de presse à Zender. Il a repris les mêmes propos où il revendique la victoire. Il a même dit le taux, son taux de réussite. Il parle de 50,30% et que les manifestations ou les arrestations opérées dans les rangs de l'opposition politique visent à intimider ses partisans et surtout à torpiller le processus et surtout sa volonté de porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Maman Ousmane, que je propose de suivre à nouveau. Et bien voilà, c'est paradoxal. C'est le pouvoir public lui-même qui provoque des troubles à l'ordre public. Pouvoir finissant, pouvoir sortant, même nouveau, à mon humble avis, essayer de filmer la beauté, dans la paix et dans l'honneur. Mais déjà, pris par un désarroi, ce pouvoir-là a pour objectif en réalité de détourner l'attention. Premièrement, pour le vol des suffrages des citoyens. Oui. Deuxièmement, sur le hold-up électoral qui est en cours depuis longtemps. Nous
l'avons déjà signalé. Nous l'avons déjà dénoncé pendant les campagnes électorales. Souvenez-vous, mesdames et messieurs de la presse. Tout ceci pourquoi? Pour une raison très simple. Oui, une volonté d'imposer au Niger un président que les Nigériens n'ont pas véritablement élu. Et ceci serait difficilement réalisable. C'est une des raisons qui explique ces intimidations, ces arrestations illégales que le pouvoir fait. Deuxièmement, la seconde raison, c'est de nous déstabiliser et de nous empêcher de rassembler sereinement les différents éléments permettant, dans les délais légaux, de prouver sans aucun doute que nous avons effectivement gagné ces élections du second tour. Oui, les résultats en notre possession, déjà, sur la base des compilations des PV, nous donnent gagnant, je vous l'avais déjà annoncé, avec 50,30% des suffrages exprimés valables, malgré les multiples malversations et manipulations qui ont émaillé le processus. Par exemple, en fait, ce qu'il dit, Maman Ousmane, c'est quelqu'un quand même, depuis combien d'années il est là, il a été quand même le président démocratiquement élu, une affaire appropriée. Et quand je vois le ton, cette fois-ci, parce que tout le temps, bon, il essaye un peu, mais cette fois-ci, on sent qu'il y a dans le ton, il y a du sérieux. C'est celui qui a gagné. Et il ne va pas accepter qu'on prenne sa victoire pour remettre à quelqu'un qui n'a pas été élu et qu'ils ont des PV et tout. Mais je vais dire, c'est déjà quelque chose et que ça ne va pas, ça a été dit, tant que... Et on a vu un peu la réaction du pouvoir. Ça a consisté en quoi, après les arrestations là, le ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il est sage, il dit qu'il va sur les voies de recours. C'est-à-dire c'est une façon de faire comme ils ont l'habitude de le faire, l'amadouer pour qu'il va peut-être dans l'espoir qu'il va laisser tomber et puis, bon, la procédure concernant ses alliés, je pense qu'il n'est pas tombé dans ce piège-là. Il évite de tomber dans ce piège-là où on va dire non, il est sage, c'est quelqu'un de bien. Et j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'il veut être plus royaliste même que le roi. Concernant le cas d'Ama. Lui, il dit non, il n'est pas d'accord et il ne va pas se désolidariser vis-à-vis de ses soutiens. Bien évidemment, c'est le comportement responsable et qui va continuer à mener la lutte pour que la victoire dont il estime avoir remporté, cette victoire-là, qu'on lui la restitue. Maintenant, c'est un peu le désarroi, il faut arrêter, et il faut empêcher, parce qu'il vient de le dire, il n'est pas toujours à Niamey, alors que c'est à Niamey qu'il peut constituer, il peut réunir les pièces lui permettant d'aller avec les autres soutiens, les alliés, pour pouvoir aller vers la Cour constitutionnelle déposer. Bon, pourquoi et jusqu'ici, il semble-t-il qu'il a des difficultés de mobilité pour venir à Niamey. Pourquoi? Si vous n'avez rien, si vous êtes sûr que vous avez gagné et tout, mais pourquoi empêcher, entraver la liberté de mobilité, de circulation à un citoyen qui plus est un candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle? C'est la question que des gens se posent aujourd'hui. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ou on fait la démocratie ou on fait autre chose. Docteur Silagi. Oui, tout à fait d'accord avec ce que dit Génie. C'est que dans sa quête de désamoussage, on va dire, donc, du processus de la crise de la procédure électorale, donc le pouvoir cherche non seulement à, d'une part, exercer la menace, n'est-ce pas, ici et là, voilà, intimider les dirigeants, mais aussi chercher à diviser les leaders. Donc la COP 21, voilà, diviser les leaders, voilà, on va pouvoir attraper, comme on dit, Mamadou,
l'amener à la PJ ou ailleurs, l'intimider, c'est en tout cas tenter de l'intimider, tout cela, de montrer sur cela, qu'il a commis cela, qu'il est fort et tout, qu'il va aller à la prison pour pouvoir qu'il se désolidarise de Maman Ousmane. Voilà, c'est un peu ça aussi l'objectif. Et voilà, quand tu vas dans la prison, pour autant, voilà, lui il va aller quoi. Donc on va chercher à diviser. Or, ce sont des gens quand même qui sont pas amenés de la dernière pluie comme on dit. C'est quand même des hommes politiques aguerris qui ne se comparent pas. C'est quand même fait la prison. Il a fait la prison, il a fait les gays. Donc j'ai dit c'est pas je sais pas, entretien, pas une menace qu'on va lui faire, qui va le faire changer. Et surtout que c'est une conviction. C'est une conviction. Et s'il y a une conviction, c'est une conviction fondée sur un projet de société. Il était avec le PNDES quand il a quitté en 2013. Il pouvait rester, il a quitté. Donc il a un projet, il a quitté. Donc c'est pour ne pas avaliser la bonne gouvernance qui s'est déroulée jusque-là. Je pense qu'avec une telle foi, n'est-ce pas, avec une telle amitié, avec Maman Ousmane et d'autres leaders de la COP 21, bien sûr, il y a un front uni. Maintenant, en n'attrapant Mamadou, comme on dit, c'est aussi pour lui empêcher de pouvoir coordonner, n'est-ce pas, la quête des documents électoraux qui pourraient être amenés devant le juge. Donc on bloque Mamadou, la PJ, on a celui qui coordonne, qui est coordinateur de la région, et même un peu plus. Voilà. Comment voulez-vous que Maman Ousmane puisse avoir les documents nécessaires pour aller devant le juge? Bon, ouais, lui là-bas, de son côté, il fait ça. De son côté, il tente de faire ça. Et voilà. Donc c'est vraiment c'est déloyal comme pratique, c'est déloyal. Quand on est un candidat, on doit pouvoir permettre à l'autre aussi de pouvoir agir indépendamment, librement, sans mobilité, sans restriction. Là, on a un candidat et ses alliés, et ses amis, et ses amis, ses alliés, je veux dire, qui sont plus ou moins embrigadés, qui sont incarcérés, quelque part. Et de l'autre côté, le candidat, il est libre. D'autant plus que ce qui est grave, c'est que l'autre candidat avait déjà dit qu'il y aura une répression. Une fois, donc les élections finissent, vous avez proclamé, on va gagner. Bon, voilà, c'est tout cela qui montre bien que c'est planifié, que tout cela n'est que pour eux un plan à suivre. Il faut arrêter Mamadou, il faut empêcher un moment de se mouvoir, il faut mettre l'internet en censure, il faut, voilà, c'est planifié quelque part. Donc c'est un programme, donc c'est une programmation d'une victoire annoncée quelque part, qu'on veut faire avaliser au peuple nigérien. Et Internet qui est coupé, non, pas seulement à Niamey, mais sur tout l'étendue du territoire national. On a dit Niamey tout à l'heure, c'était pas limité, c'est pas limité à Niamey, et à l'ensemble du pays. Alors cette répression ou ce plan, comme vous dites, évidemment, Maman Ousmane l'a dénoncé, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il demande la libération de ses partisans et des leaders politiques de son camp. Il l'a dit et répété dans ce point de presse donc qu'il a animé hier. Je vous propose de suivre cet extrait. Je pense que le moment est venu pour que les plus hautes autorités prennent conscience de la nécessité. Et nous l'exigeons. Moi, personnellement, je m'engage et je l'exige. La libération de tous les détenus, sans délai. L'arrêt des harcèlements et les menaces de nos militants et des autres. Il ne faut pas que ces élections soient prises comme prétexte pour régler des comptes antérieurs. Non, cela est inacceptable. Je pense que la sécurisation des bulletins de vote pour permettre le recomptage biométrique, nous sommes disposés à ne pas nous laisser faire avec des actes et des instructions absolument illégales. Oui, il faut que ce soit bien entendu et bien compris par tous, de manière à ce que vraiment les choses retrouvent leur situation normale. Oui, je rappelle aux uns et aux autres que non seulement le fait de donner, mais le fait aussi de procéder à l'exécution d'une instruction illégale est formellement punie par la loi. Même si c'est un ordre manifestement illégal qui est donné, eh bien, il est répréhensible et il ne doit pas être exécuté comme ça de permis. Pour ceux qui l'ont oublié, il faut qu'ils se le rappellent. Et nous allons être vigilants. Je pense que nous sommes tenus
tous, citoyens nigériens que nous sommes, à veiller à ce que l'ordre républicain démocratique soit respecté par tous, à tous les niveaux. En conséquence, nous considérons que ces différents actes d'intimidation qui sont illégaux, qui sont illégaux, ces différents actes doivent être sans délai arrêtés. J'interpelle également la communauté internationale sur les risques de dégénérescence de cette situation post-électorale du Niger, qui pour le moment peut être encore gérable, contrôlable, pourvu que le suffrage exprimé par les citoyens soit fidèlement reflété dans les résultats. Voilà les propos de Maman Ousmane et notre le journal Le Monde d'aujourd'hui, confrère donc Le Monde d'aujourd'hui, l'hebdomadaire a titré à ce propos en parlant de ces violences et de cette situation. Une fin de mandat agitée pour Mahamadou Issoufou. Une fin de mandat agitée pour Mahamadou Issoufou, titre donc Le Monde d'aujourd'hui. Et l'éclosion, le journal L'éclosion titre: les Nigériens ont voté dans la sérénité, la balle est désormais dans le camp du président Issoufou. Les Nigériens ont voté dans la sérénité, la balle est désormais dans le camp du président Issoufou. Et puis le Canard en furie, le journal Le Canard en furie qui titre: fin de mandat, qu'est-ce qui fait courir tant Issoufou Mahamadou ces jours-ci? Fin de mandat, qu'est-ce qui fait courir tant Issoufou Mahamadou ces jours-ci? Alors, Ousenissa, très rapidement, on a entendu, le docteur Ressoulé disait tout à l'heure que celui qui est responsable, dans un premier temps, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le responsable aux commandes de l'État. Actuellement, notre Maman Ousmane, on l'a demande à l'arrêt de tous ces actes, de toutes ces interpellations qui se font de façon illégale selon lui. Donc le pouvoir a interpellé nos confrères ici et parle directement du président de la République, Issoufou Mahamadou. Bon, je pense que le discours que Maman Ousmane a eu à tenir, c'est un discours de fermeté. C'est-à-dire que non, je ne vais pas tomber dans votre piège. Vous voulez m'amadouer pour montrer que c'est ça. C'est un discours, vous avez l'habitude de tenir ce discours-là. Chaque fois que quelqu'un vient avec vous, vous avez la trempe d'un homme d'État. Ensuite, il a vécu ça déjà, lui. Il est immunisé contre ce genre de discours-là. Il leur a montré. Maintenant, quand les gens posent le problème en termes de... Moi, je parle du tout le système. Ce n'est pas une question de Mahamadou Issoufou, c'est une question du système. Un système qui est là en place parce que tout simplement un système qui n'est pas là pour prôner une démocratie des élections en amont. Parce que quand j'entends les discours qu'on dise qu'ils sont là à tous les niveaux et tout, on se rappelle que depuis 2016, on devait faire les élections juste après les élections. On dit non, il faut attendre faire un fichier électoral biométrique d'abord. C'est ça qui va permettre de faire les élections locales. On a traîné comme ça pendant combien de pratiquement jusqu'à avant qu'on tienne les élections. C'était pas avec un fichier biométrique, tout le monde l'a vu. C'est pas avec, bon, on dit sécurisé. Moi, je dis c'est beaucoup plus exposant d'abord que les anciennes cartes, parce que les anciennes cartes, au moins, on signe dessus. Cette fois-ci, tu donnes, on coche juste ton nom. La carte, les gens peuvent aller voter avec ailleurs, et tout. Ce que je veux dire, c'est que, où on est sérieux, où on n'est pas. Cette communauté internationale qui envoie des médiateurs ou des observateurs et tout, c'est des gens, soyons sérieux avec, en tout cas, ces pays-là. Ils viennent souvent, ils font des déclarations, ils sont d'accord, ils sont totalement d'accord avec ce qui s'est passé. On vit ça d'une élection à une autre, d'un cycle électoral à un autre, on est dans le même système, Non, en démocratie, il faut accepter de perdre, même quand on est en position de pouvoir. Mais quand on est en position de pouvoir, qu'est-ce qui fait dans les pays où les présidents sont devenus des dinosaures? C'est lié à ça. Tous les systèmes en place, qui fait en sorte que ce soit tes gens. Ils ne vont jamais dire que tu as perdu. Même si réellement tu as perdu, ils ne vont jamais dire que tu as perdu. Maman Ousmane demande un recomptage biométrique. Mais bien évidemment, mais il a raison. Au niveau de la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est possible?
Devant qui? Devant la Cour constitutionnelle. Abdourahmane, pardon, laisse tomber. Laisse tomber. Moi, je veux du principe que tout le monde sait ce qui se passe, surtout dans des zones où carrément on te dit qu'il y a 103% de taux de participation. S'il te plaît, on a compté 100 personnes. 100 personnes ont voté. Alors, les 3 personnes de surplus là, des choses comme ça. Où est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Où? Quand est-ce qu'ils ont été enrôlés sur le fichier pour qu'ils puissent voter? Quand on voit des choses comme ça, on se pose bien des questions. C'est pas sincère, c'est pas honnête. C'est pas honnête. On sait le nombre de votants. Et quand on fait le parallèle entre ces zones où tout le monde vote bien et les zones sédentaires, les capitales régionales et autres, où les gens votent mal. Où les gens votent mal, ils ne savent même pas voter. Et on a des taux de bulletins blancs ou nuls. Explique-moi comment ça peut se produire dans un pays où on respecte les normes, on respecte tout ce qui doit se faire en matière électorale. Merci, docteur Soulage. Oui, bon, je veux dire que normalement, l'élection, le vote sert à conférer une légitimité au gagnant, à l'élu. Pourquoi une légitimité? Pour que il soit un homme et qu'il exerce le pouvoir facilement, en cas avec beaucoup de facilité, on va dire. On ne peut pas vraiment avoir à faire à des troubles, à des secousses civiles ou militaires, pour pouvoir éviter cela. Donc ça donne une légitimité. Or, quand on part avec un déficit de légitimité, évidemment, le risque est grand qu'on ait un pouvoir instable, que la situation politique soit instable, parce qu'il n'y aura pas une adhésion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le consentement des populations n'a pas été suffisamment pris en compte. On a plutôt pris le consentement ou la volonté des institutions. La CENI, la Cour, c'est pas quoi, voilà, c'est eux qui ont pouvoir, quelque part, décider donc que c'est toi qui vas être président de la République. Et non pas le consentement libre. Donc l'adhésion libre des populations au projet, à la personne, voilà, donc du pays. Or, c'est ça qui, bien entendu, pose les germes d'une crise politique, pas les germes d'une stabilité politique, pas les germes... Malgré la majorité à l'Assemblée, malgré le contrôle de certaines institutions que le pouvoir aura quand même à mettre en place. C'est le débat entre le pays réel et le pays rationnel. Le pays réel, pour moi seulement, en tout cas, pardon, ce qu'il dit, mais le pays réel, c'est-à-dire que les gens qui veulent le changement, ceux qui veulent le changement, de l'Est à l'Ouest du Nord aussi, on voit bien qu'il y a vraiment une volonté assez forte, marquée, de pouvoir éviter encore de vivre la même condition de vie difficile, misérable, avec le chômage, avec le sous-emploi, avec la répression, avec l'insécurité ambiante généralisée. Donc il y a ce désir-là de changement. Donc c'est ça le pays réel. Le pays réel veut vraiment que l'on ne fasse pas comme on a fait pendant 10 ans. Donc on veut autre chose, une autre musique. Et je pense que c'est cela qui a été suffisamment développé dans notre pays. C'est ça qui est vraiment la musique générale du pays. Maintenant, si on veut pouvoir aller au-delà de ça, on risque d'aller devant de graves crises politiques, de graves instabilités politiques, parce qu'il n'y aura pas l'adhésion, le consentement des populations. Parce qu'on ne peut pas gouverner tranquillement. Parce qu'on n'a pas à faire. On va tout le temps être entre les quatre murs, dans une tour d'ivoire, isolé, coupé du peuple. On va, quand on sort, être avec une armada de militaires, je sais pas quoi, de moyens militaires et tout, pour pouvoir sortir du pays. Ça, c'est un pouvoir isolé, coupé du peuple, qui va avoir lieu, si toutefois, n'est-ce pas, on va avoir affaire à un pouvoir qui sera illégitimement élu. Alors on va prendre 2 ou 3 coups de fil avant de clôturer presque plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sollicitations en termes de messages, en termes de coups de fil. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est limité et tire à sa fin. Nous allons prendre 1 ou 2 coups de fil avant de prendre congé de vous. Alors oui, monsieur? Oui, madame? Bonjour le plateau, bonjour Télévision Bonferré. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Abdoulaye Souley-Djoula. Abdoulaye? Abdoulaye Souley-Djoula. Abdoulaye Souley-Djoula, oui. Oui. Allez-y. Donc, je voudrais juste rappeler aux Nigériens que ce n'est pas un fait nouveau ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que vous voyez? Oui, allez-y. Le tout-puissant procureur des procureurs qui vient de parler tout à l'heure, il a oublié que nous sommes au Niger. Hein? Vraiment, je suis très déçu, très sincèrement déçu du comportement de tous les responsables qui dirigent ce pays, de part et d'autre.
les responsables tant de l'opposition que du pouvoir, à part le cas Maman Ousmane qui dose, qui pèse ses mots, le pouvoir quand même qui tient les rênes de ce pays-là, il doit appeler au calme, utiliser des mots vraiment, des mots apaisants. Hein? Il ne peut pas être juge et parti. Vous provoquez les gens et quand les gens protestent, les gens réagissent, vous dites que c'est X, c'est Y, c'est Z. Hein? Vraiment qu'il pense à Dieu. Hein? Nous sommes tous des communs de mortels. Et qu'un jour ça va finir, Inch'Allah. Vraiment, j'appelle aux Nigériens. Merci. Si c'est un mal, en patience, et qu'ils se remettent à Dieu. Il Merci. ne sert à rien. Merci. Il ne servira à personne qu'on se rentre dedans, qu'on se saccage, qu'on se fasse du mal. Qu'on se remette à Dieu, qu'on le regarde. C'est tout. Merci. Et je voudrais profiter pour demander à Bazoum quelle sera sa fierté s'il est introduit président avec un masque de président mal élu. Vraiment. Merci, M. Abdoulaye Dioula. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, un autre coup de fil avant de clôturer. Nous venons donc de suivre M. Abdoulaye Dioula depuis Niamey. Oui, allô? Allô? Allô, oui, monsieur. Bonjour, chef. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ah oui. Oui, on vous écoute. Merci. On vous écoute, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Boubacar Sebou. Oui, monsieur Boubacar Sebou. Ok. Bon, dans toutes les situations, c'est que moi je vois, franchement, on ne sait pas à quoi dire. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça et tu sais que tu es élu par le peuple. Mais pourquoi tu es en train de faire tous ces genres de choses? Hein? Pardon? Par exemple. Allô? Allô, oui, monsieur? Oui, salam alaikum. Oui, vous pouvez présenter, s'il vous plaît? Allô? Oui? Bonjour, Presse Plus. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Monsieur Harouna Saleh. Oui, monsieur Harouna Saleh, on vous écoute. Vraiment, je me dis aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui auquel on a assisté, vraiment, est la pure des vérités. Je vous salue et je salue l'enseignant-chercheur et le journaliste. Parce que ça ne sert à rien, absolument rien, d'aller avec des lunettes en bois. Moi, j'étais plus qu'éclairé d'entendre un ministre de l'Intérieur de ce des propos d'Ada, s'il vous plaît. On veut pas de l'avant, de tels propos n'arrivent à rien. Nous sommes dans une période de tension. Tout le monde a su comment les choses se sont effectuées. Donc, s'il vous plaît, de grâce, nous interpellons la Cour constitutionnelle vraiment de faire tout pour que la vérité éclate au grand jour. Et tout ce qu'on veut pour l'intérêt supérieur de notre nation. Merci. Merci, monsieur Harouna. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô, oui, monsieur? Voilà. Une réaction peut-être en 30 secondes, docteur Ousseini? Moi, je n'ai rien à dire. Moi, je pense que tout ce qu'il y avait à dire, c'est déjà dit. Hein. Moi, je pense que où on fait la démocratie, où on fait autre chose. Hein. Moi, la démocratie suppose quoi? On crée les conditions pour que le peuple détermine qui est en fonction de ceux qui étaient au pouvoir et ceux qui sont de l'autre côté, qui doivent créer les conditions de l'alternance. Quand le peuple décide, il faut créer les conditions pour que la décision du peuple soit maintenue. Voilà un peu, moi, ma compréhension. Il ne faut pas venir
tout autre machin commence à activiser pour dire non, il n'y a pas de véritable, s'il n'y a pas de véritable démocratie, on trouve un autre mécanisme pour gérer ce pays et éviter que l'argent public soit dilapidé par des individus souvent qui n'ont qui sont absolument, qui n'ont aucune compétence qui n'apportent absolument rien du tout à travers des postes de conseillers, ceci, cela. Il faut qu'on mette fin à ça. Oui, Dr. Slagel. Oui, juste pour dire que, bon, on dit de laisser cela à la volonté divine. Bon, nous sommes croyants. Mais Dieu a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Il ne faut pas dire, je dois croiser, voilà, j'attends que Dieu résout le problème. Non. Dieu a dit que quand même, quand on donne une intelligence, nous amène à toi maintenant de faire en sorte qu'une fois cela fait, la paix, je vais la donner après. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas, comme ça, dire, être fataliste à ce point-là. Ça, pour répondre à quelqu'un qui parle de ça. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le ministre Bazoum, à l'époque de l'Intérieur, appelait l'opposition à ce genre de choses-là. Il a dit de faire comme au Togo. Vraiment d'aller dans des violences, d'aller dans des manifestations. Oui, le bras de fer. C'est ça, le bras de fer. Le rapport de force. Au Togo, c'était violent, au Togo. Vous vous rappelez, avec. Voilà, au Togo, c'était violent. On ne peut pas dire, dans un cas de responsable politique, n'est-ce pas, à des opposants, à des militants, des partis politiques, de faire comme au Togo, de faire comme voilà. C'est pas normal, c'est pas une vision qu'il a. Et troisièmement, je pense que quand même, nous avons quand même une police et une armée républicaine. Donc la voie du droit doit prévaloir. Il faut que vraiment l'on évite les excès, les abus, que les citoyens soient traités avec beaucoup d'égards et que la justice, le droit prévalent plutôt que l'arbitraire. Merci Dr Souleyadji, merci Hussein Issa, merci mesdames et messieurs de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus d'aujourd'hui et de cette semaine. Excellente fin de journée dominicale sur les programmes de la télévision Bonferré. Bon début de semaine à toutes et à tous, au revoir.